Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de septembre. Dans cette vidéo, j'ai du coup 4 romans ainsi qu'un roman graphique à vous présenter. Je commencerai par vous donner mon avis sur le roman La fièvre par Sébastien Spitzer. Puis ce sera au tour de Nixie Turner contre les Croque-Mitaines, le dernier tome, Le Roi des Aulnes par Fabien Clavel. Après ça, je vous donnerai mon avis sur Chromatopia par Betty Piccioli. Puis ce sera au tour de L'âge des possibles par Marie Chartres. Et enfin, je terminerai avec Le dernier des étés par Alfonso Casas. Pardon pour cette prononciation. Du coup, on va démarrer tout de suite avec La fièvre par Sébastien Spitzer. C'est un roman de la rentrée littéraire, il est sorti à la fin du mois d'août, donc chez Albin Michel. Sébastien Spitzer s'était fait pas mal remarquer avec son premier roman qui s'appelait Ses rêves qu'on piétine, qui est un roman que j'avais lu, dont j'avais beaucoup apprécié l'écriture et le travail de documentation. C'était un roman qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, du point de vue, où on suivait principalement en fait Martha Goebbels, donc la femme de Goebbels. C'était hyper intéressant. Ensuite il avait sorti un autre roman qui parlait plutôt de la jeunesse de Karl Marx, pour le coup ça m'intéressait moins. Et donc ici Sébastien Spitzer revient avec un épisode de fièvre absolument dévastateur qui a eu lieu en 1878 au sud des États-Unis. Du coup voilà, le sujet à nouveau m'intéressait bien et comme je sais qu'à chaque fois il aime bien en fait traiter d'aspects de l'histoire qui sont pas forcément les plus connus ou alors pas du point de vue le plus connu, je trouvais ça toujours intéressant, donc voilà, c'est pour ça que je m'étais lancée dans La fièvre. Donc du coup ça se passe à Memphis en 1878, on va suivre plusieurs personnages qui vivent à Memphis. Et finalement il va y avoir donc une épidémie de fièvre qui va arriver et qui va commencer à être particulièrement mortelle. En fait il s'agit de la première épidémie de fièvre jaune, mais voilà, les gens ne le savent pas encore. Et du coup donc il y a toute cette épidémie qui arrive, qui met les gens en quarantaine, etc. C'était vraiment très chouette, c'est un récit du coup qui se passe pas très longtemps après finalement l'abolition de l'esclavage, donc on voit quand même, on a aussi cet aspect un peu de ségrégation raciale qui est traité, puisqu'on voit que voilà, même si les noirs ne sont plus des esclaves, ils sont pas très bien intégrés, ils sont pas très bien vus. Et finalement cet épisode de fièvre va complètement couper la ville du monde et va amener la ville à devoir changer son mode de fonctionnement, surtout quand on voit le nombre de personnes qui sont tuées. Forcément du coup voilà, il faut remanier pas mal de choses et il faut les remanier en interne, et du coup voilà, ça va amener certains personnages qui étaient un peu en marge pour différentes raisons à changer leur vie dans la société, leur place dans la société. Du coup voilà, pour tout ça c'était intéressant. À nouveau c'est très bien documenté et c'est très bien écrit, comme donc avec les autres romans de Sébastien Spitzer. Pas de soucis de ce côté-là, au contraire c'est très agréable à suivre et on a vraiment l'impression d'apprendre des choses. J'ai bien aimé la manière dont les différents destins se regroupent, surtout que ce sont quand même des personnages assez différents les uns des autres. On suit une jeune fille qui est métisse d'une mère donc noire aveugle et qui apparemment a eu un père blanc mais qu'elle n'a jamais connu, qu'elle a connu quand elle était vraiment petite, et dont elle attend désespérément le retour. On suit la tenancière d'un bordel, on suit un homme qui écrit dans les journaux et on suit en quelque sorte l'ennemi juré de cet homme-là, qui est un homme noir qui a monté une sorte de milice dans le coin. J'ai vraiment beaucoup aimé comment tout ça se regroupe, et puis c'est vrai que c'est un roman qui est quand même très actuel et c'est toujours, je trouve, assez impressionnant quand on sait que voilà, les romans sont écrits forcément en avance par rapport à leur sortie, puisque derrière il y a toute une part de correction, ensuite d'aller-retour de correction, d'impression, de maquette du livre, etc. Puis de préparer la distribution, donc forcément il y a un laps de temps. Du coup, là, je trouve ça toujours assez impressionnant de voir comment certains sujets finalement peuvent résonner avec l'actualité, d'autant plus que ce roman s'ouvre sur une scène qui représente la mort d'un homme noir, qui est tué en quelque sorte par le Ku Klux Klan. Je sais plus si c'est exactement le Ku Klux Klan ou si ce sont juste des personnes apparentées au clan, et cet homme noir est en fait étouffé par le poids des personnes blanches. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses entre ça et l'épidémie qui font assez référence à l'actualité, et du coup ouais, c'est assez impressionnant. En revanche c'est un titre qui m'a vraiment embarquée, dans lequel j'étais vraiment bien prise. Par contre j'ai trouvé que la fin ne donnait pas tant de réponses que ça, en fait j'aurais aimé que ça se poursuive un petit peu plus.
pour savoir un petit peu plus ce qui se passe derrière. Il y a beaucoup de pistes qui sont lancées et puis après c'est une fin très ouverte et j'aurais aimé finalement en avoir un petit peu plus de ce côté-là. Et puis pour ma part, donc comme je vous l'ai déjà dit, la ségrégation raciale c'est vraiment un thème que j'aime retrouver dans mes lectures, du coup j'ai beaucoup lu sur le sujet et du coup celui-ci, même s'il est intéressant, s'il y a cet épisode de fièvre etc, je suis pas sûre que ce soit celui qui va le plus me rester en mémoire finalement. Donc voilà, c'était une bonne lecture sur le sujet, mais avec quelques petits bémols, mais voilà. Et du coup je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis lancée du coup dans le 5e et dernier tome de la série Nixie Turner contre les croque-mitaines. Ce tome 5 s'appelle Le Roi des Aulnes, c'est écrit par Fabien Clavel et c'est toujours dans la collection des châteaux hantés aux éditions du Chat Noir et du coup je l'ai reçu de leur part. D'ailleurs oui, les 4 mois que je vous présente aujourd'hui sont des services presse. Celui-ci du coup j'étais vraiment très contente de pouvoir découvrir enfin le fin mot de cette histoire. Du coup je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de la série Nixie Turner, vraiment je vous en reparle avec plaisir parce que c'est vraiment une série que je trouve très très chouette. Et de manière générale j'aime beaucoup la collection des châteaux hantés. Dans celui-ci du coup on va suivre Nixie, enfin dans cette série du coup en fait on suit Nixie Turner qui est une jeune fille un peu particulière qui va s'introduire en fait dans une classe de 6e et on va assez vite se rendre compte qu'il y a différents enfants, différents élèves qui connaissent en fait des soucis et finalement leurs soucis adolescents qui sont des soucis adolescents on va dire typiques et des soucis adolescents de la vraie vie en fait, donc le divorce de parents, l'anorexie, le harcèlement, ce genre de thèmes finalement vont être attachés avec des créatures mythologiques et avec le poids des choses. Donc par exemple dans le premier tome donc, on parle de harcèlement et c'est mis en rapport avec la Baba Yaga qui se nourrit de rumeurs. Donc voilà, c'était vraiment hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé comment c'est fait et donc Nixie est là pour chasser ces créatures mythologiques et les renvoyer d'où elles viennent. J'aime beaucoup toute la mythologie qui est développée autour d'elle. À partir du 3e tome on a justement l'histoire de Nixie qui prend plus de place et donc ici on a le fin mot de l'histoire. C'est pas le tome que j'ai préféré, mais malgré tout c'est une série que je vous recommande très chaudement, les personnages sont toujours attachants, il se passe toujours plein de choses, forcément celui-ci du coup traite plus de mythologie de manière générale et un petit peu moins du personnage, enfin un peu moins de cet enfant avec le croque-mitaine en question qui l'habite, mais c'était vraiment chouette et c'est une série que je vous recommande chaudement et du coup pour ce tome-ci je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis lancée dans Chromatopia par Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. On est ici sur un récit de dystopie qui est une dystopie dans laquelle les castes sont fondées par couleur. En fait, on nous explique que une part de la population est arrivée sur un espèce de rocher, d'îlot. Je ne sais pas exactement comment le décrire. On a une petite carte ici, voilà. Ils sont arrivés là-dessus et en fait ils ont fondé des castes et ces castes sont régies par les couleurs. Du coup on a le violet, c'est la famille royale, ensuite les rouges, les oranges, les jaunes, les verts et les bleus. Et du coup donc nous on va suivre 3 personnages, donc on a 3 points de vue différents. On suit la princesse améthyste, donc la princesse de la caste violette. On suit également Echo qui est un jeune, je sais pas exactement comment ça se prononce, Echo, je sais pas, qui est un jeune teinturier qui fait partie d'une riche famille commerçante du coup de la caste jaune, puisque en gros la caste rouge ce sont des hauts membres de la société et un peu l'aristocratie, la caste orange ce sont des prêtres, donc voilà du coup toute la partie plutôt bourgeoise, commerçante, etc. c'est vraiment la caste jaune, la caste verte est plutôt agricultrice et la caste bleue ils sont globalement des moins que rien, voilà. Du coup donc Echo est dans la caste jaune mais on nous explique en fait qu'à l'intérieur des castes il y a différentes nuances et que lui il est plutôt dans la nuance élevée de la caste jaune. Et puis on a le personnage de Jacinta qui est elle une jeune orpheline, enfin qui a été recueillie par une vieille dame et qui fait partie de la nuance de la caste bleue pardon, de la nuance bleue et qui du coup survit grâce à des vols. Et du coup voilà, on va suivre ces différents personnages, on va voir comment ils vont se rencontrer, surtout donc Echo et Jacinta, et tout ce que ça va entraîner. L'univers autour des couleurs est plutôt intéressant, j'ai bien aimé le fait qu'on voit que même à l'intérieur des nuances il y a encore des différences. En revanche,
c'est un titre en fait qui plaira je pense aux personnes qui n'ont pas lu beaucoup de dystopie, à des lecteurs plutôt jeunes. C'est un livre qui je crois est à partir de 12 ans et je pense que voilà, il plaira beaucoup à des jeunes ados de 12, 13, 14 ans qui n'ont pas encore lu énormément de dystopie. Pour ma part j'en ai lu beaucoup et du coup il y a des schémas que j'ai vus arriver. Et même si c'est intéressant, il y a ces différents points de vue, il y a des intrigues de cours, il y a toute la question autour des castes sociales, des couleurs, il y a la guilde des voleurs, tout ça ce sont des choses qui sont vraiment chouettes à suivre, mais pour moi c'était vraiment trop prévisible, c'est-à-dire qu'il y a un des personnages sur lequel il a une intrigue, et globalement on va dire qu'à partir du premier chapitre où on a suivi ce personnage, je savais en fait, j'ai deviné hyper vite le truc autour de ce personnage là, alors que comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui, lorsque je lis un policier, un thriller ou n'importe quel roman dans lequel il y a un mystère, je suis pas quelqu'un qui cherche à deviner le mystère, je suis quelqu'un qui se laisse porter par l'histoire et qui attend de voir ce que ça va donner. Mais parfois il y a des choses malgré tout qui nous viennent directement à l'esprit où on se dit ah je pense que c'est ça, et en l'occurrence voilà, en fait j'ai eu cette intuition là dès le tout début, puis après je me suis dit non mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il ferait ça. Un peu plus loin dans le récit en fait on a une explication de justement pourquoi ce choix, et du coup bon voilà, j'avais raison dès le début, du coup forcément ça enlève un peu de mystère de ce côté là, et du coup c'est pas un récit qui va me marquer particulièrement, mais je pense malgré tout que c'est un récit qui saura plaire à un public un peu plus jeune, qui a moins lu ce genre de choses et qui du coup s'attend moins à retrouver certains schémas. Du coup je lui ai mis la note de 15 sur 20, ça n'a pas été une mauvaise lecture, c'est une lecture qui a été prenante, j'ai bien aimé les personnages, mais voilà. Et du coup, pour terminer côté roman, j'ai donc lu L'âge des possibles par Marie Chartres. C'est aux éditions de l'École des loisirs dans leur collection Medium. C'est un titre qui m'intéressait beaucoup par les personnages qu'il présente et c'est vraiment pour moi le gros point fort de cette histoire. Du coup, dans cette histoire, en fait, on va suivre 3 personnages, à savoir Saul, Rachel et Temple. Saul et Rachel sont des amis, ils ont vécu du coup toute leur vie dans leur communauté et donc là ils arrivent à l'adolescence, au moment où ils vont bientôt en fait passer à la vie adulte finalement, et on leur propose, comme à tous les Amish en fait, de faire un Rumspringa, je suis désolée pour la prononciation, qui en fait est une sorte de césure avec leur vie d'Amish, leur vie en communauté, dans lequel ils ont le droit de partir, dans lequel ils ont le droit de faire tout ce qui est interdit en fait aux Amish. Et en fait voilà, c'est une césure qui après leur permet de mieux revenir en gros dans la vie, dans leur choix. Et du coup donc Saul et Rachel sont en couple, ils se connaissent depuis toujours, ils sont très amoureux l'un de l'autre et ils vont décider finalement de faire leur Rumspringa ensemble, et pour ça ils décident de ne pas faire les choses à moitié et de partir à Chicago, en sachant qu'au départ ils sont quand même... Saul attend avec impatience ce Rumspringa, il a envie de voir vraiment autre chose, il est curieux de voir autre chose, mais malgré tout ils sont tous les deux très attachés à leur culture et à leur tradition. Et de l'autre côté donc ensuite Temple. Temple c'est une jeune fille qui elle n'est pas du tout dans la communauté Amish, c'est une jeune fille d'apparence plutôt normale on va dire, sauf qu'en fait elle a vécu toute sa vie dans un petit village et en gros ses parents tiennent une épicerie et tous les jours de sa vie globalement elle les a passés dans cette épicerie puisque elle est derrière la caisse toutes les vacances, le soir, après les cours, etc. Et on comprend assez vite qu'en fait elle souffre d'une sorte d'anxiété sociale, ou en tout cas voilà, elle déteste tout ce qui peut la changer de sa routine, elle voit toujours les mêmes personnes, etc. Et tout ce qui est en dehors lui fait très peur. Sauf que Temple est extrêmement passionnée de ballet et plus particulièrement d'une danseuse qui s'appelle Mademoiselle Non. Et Mademoiselle Non va faire son dernier spectacle, donc ses adieux sur scène, à Chicago. Et la sœur de Temple est partie vivre à Chicago. Du coup la sœur de Temple va lui proposer de l'héberger pour qu'elle puisse venir voir ce spectacle. Et du coup finalement Temple va elle aussi se retrouver à Chicago, dans cette ville extrêmement fourmillante et grouillante qui lui fait très très peur. Parce que voilà, elle vraiment, elle ne sort jamais de chez elle. Et du coup finalement on a ces 3 personnages qui sont très déconnectés de la grande ville, très déconnectés du monde actuel, et qui vont se retrouver tous les 3 à Chicago, qui vont se rencontrer assez rapidement. Du coup voilà, il y a pas mal de questions autour de tout ce qui est voilà, des traditions, de est-ce qu'on suit
les transmissions familiales, etc., des communautés, des croyances, de l'avenir, des chemins tracés, tout ça, ce sont des questions qui reviennent vraiment et qui sont hyper intéressantes, très bien traitées. J'ai beaucoup aimé les 3 personnages. Malheureusement, j'ai moins apprécié toute la partie de l'histoire à Chicago finalement. J'ai trouvé qu'il leur arrivait des choses qui étaient assez abracadabrantes, et surtout à partir du moment où ils rencontrent un autre personnage qui s'appelle Frédéric. C'est un personnage avec lequel j'ai eu un peu de mal, et toute l'histoire des mystères autour de la sœur de Temple, c'est pareil. J'ai bien aimé ce qu'ils amenaient finalement à la fin, mais voilà, ce sont des choses qui m'ont pas plus que ça, donc j'aimais beaucoup toute l'introduction des personnages, tous leurs questionnements qu'ils peuvent avoir, et finalement après toute la partie du récit, plus à proprement parler, de l'histoire qui leur arrive, m'a un peu moins embarquée. Donc voilà, malgré tout c'est un récit que je vous conseille, surtout si ça vous intéresse, voilà, de lire sur tout ça, sur le... je trouve que le titre L'âge des possibles est très bien choisi, puisqu'on voit vraiment ces personnages qui sont, voilà, qui sont des grands adolescents et qui ont peut-être autour de 17-18 ans, et finalement oui, qui sont au moment de l'âge où tout est possible, où tous les choix s'offrent à eux, et j'ai vraiment trouvé ça chouette. Donc voilà, je lui ai mis également la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu un roman graphique, à savoir Le Dernier des Étés par Alfonso Casas. Donc c'est un auteur espagnol, c'est aux éditions Paquet. Je l'avais emprunté à ma médiathèque, c'est un récit que j'avais vu passer quand il était sorti, qui m'intriguait bien, et du coup voilà, j'ai profité du fait qu'il soit à ma médiathèque pour le lire. Alors je dois dire tout d'abord que c'est pas du tout un style de dessin qui me parle pour ma part. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc en fait on va suivre l'histoire d'un personnage qui est un adulte, je me souviens plus si on doit nous dire son prénom, mais je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle. Et du coup en fait ce personnage adulte est photographe et a décidé de faire une sorte de rétrospective dans laquelle il compare des photos de son adolescence avec les mêmes photos, le fait de prendre ces mêmes photos au même endroit, donc pas mal d'années plus tard, et de voir le temps qui a passé, etc. Donc ça le replonge beaucoup dans sa nostalgie, dans ses années d'enfance et d'adolescence, et ça va le ramener à l'endroit où il a passé finalement tous ses étés, et ce qui s'est passé le dernier été où il y était. Ça traite beaucoup de sa relation avec un jeune garçon qui se surnomme lui-même Poil de Carotte. Et du coup donc on a 2 colorimétries différentes, une colorimétrie en couleur comme ceci pour les souvenirs, et celle comme vous avez vu tout à l'heure plutôt bleu-grise pour la période actuelle. Donc ça j'ai trouvé ça très chouette, le traitement des couleurs, et puis on a également certaines planches comme ceci, un peu en papier calque, qui montre finalement bien cette superposition des souvenirs avec la vie actuelle. J'ai trouvé ça très chouette. Finalement on retrouve aussi ce thème de l'âge des possibles, de l'âge auquel il y a des choix, sauf que là on a le côté en fait de ce qui se passe après, et finalement ce personnage réfléchit à cette période à laquelle il avait des choix, et aux choix qu'il a fait, et à ce qu'aurait pu être sa vie s'il n'avait pas fait ces choix là, s'il avait agi différemment. Donc voilà, le style de dessin n'est pas forcément ce qui me plaît au départ, le traitement des couleurs est très chouette, et le message, l'histoire derrière est également assez chouette, et j'ai bien aimé. Du coup voilà, ça a été une bonne lecture ici aussi, et je lui ai mis du coup la note de 16/20. Comme vous l'aurez compris, du coup, dans ce point lecture, j'avais pas de titre qui s'est particulièrement démarqué des autres. Ça a été dans l'ensemble plutôt de bonnes lectures, mais voilà, avec des petits bémols, pas les lectures les plus marquantes. Derrière ça, pour la fin du mois de septembre, du coup, j'ai lu d'autres choses, et il y a certaines choses pour le coup qui ont été des lectures un peu plus... voilà, qui ont su un petit peu plus faire leur trou parmi tous les livres que je lis. Mais voilà, malgré tout, ce sont tous des romans avec lesquels j'ai passé un bon moment. Donc si ce sont des thèmes qui vous attirent, des auteurs que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis vraiment, la série Nix Turner est vraiment super chouette. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé lire cette année. Et même si ce tome-ci n'est pas mon préféré, c'est vraiment une série que je vous recommande dans son ensemble. Donc voilà, sur ce j'aurais donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus. Et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!